Bonjour, on continue dans ce Mediapart Live avec aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Ruffin. Bonsoir. Alors François Ruffin, vous êtes député France Insoumise, vous êtes également rédacteur en chef du journal Fakir, vous avez été le réalisateur césarisé du documentaire Merci Patron. Ce soir, vous avez une actualité littéraire qui est, vous sortez ce livre très bien, très chouette, Un député à la ferme aux éditions Fakir, au prix de 8 €, qui est un petit livre dans lequel vous racontez un petit peu à la fois vos débats parlementaires, vos rencontres dans les fermes, de l'agroalimentaire jusqu'à l'illusion du bio ou la difficulté pour certains de mener le bio. Un livre assez riche d'échanges, de témoignages qui colle bien aux députés journalistes que vous êtes ou que vous essayez d'être. Nous allons en reparler tout au long de cette soirée et de cet entretien. Avec nous, Pauline Groll, qui suit l'actualité de la gauche pour Mediapart depuis peu, ce qui nous donne l'occasion de la saluer, car c'est une récente recrue. Et à tes côtés, Pauline, Laurent Pinatel, qui était déjà sur le débat précédent, porte-parole de la Confédération paysanne, et à qui nous avons demandé de revenir, car on ne va pas jouer aux spécialistes, aux journalistes spécialistes des questions agricoles que nous ne sommes pas. Nous nous sommes dit, tiens, profitons de donner la parole à Laurent Pinatel pour poser une vraie question sur le domaine agricole à François Ruffin pour ouvrir ce grand entretien. Un test. Non, bon, tout à l'heure, on a parlé de la ZAD, on a parlé des expériences agricoles qui s'y mènent. Avec François, on s'est croisés dès 2013, quand la Confédération paysanne est rentrée en action contre l'usine des 1000 vaches dans la Somme, donc chez toi. Et moi, la question que je me pose, nous, on est en Assemblée Générale de la Confédération paysanne depuis ce matin. On voit bien que dans les campagnes, il y a quand même un marasme... des gens qui n'ont pas d'avenir, des gens qui n'ont pas d'horizon, qui bossent le matin, qui se lèvent sans raison. Enfin, quand on est paysan, il y a une passion. Enfin, moi, je vois ma gamine, elle est en lycée agricole, il y a une passion, il y a des gens qui sont animés par ça. Là, il y a cette perte de passion, il y a la perte du revenu, il y a la perte de sens. Et moi, je me dis, voilà, il y a une perte de confiance dans le politique. Il y a la loi d'orientation, enfin la loi sur les états généraux qui est en débat à la Commission des affaires économiques. Je me dis, qu'est-ce que concrètement dans cette loi, on va retrouver qui va faire que le gars qui galère dans sa salle de traite ou qui galère dans son tracteur, il va pouvoir prendre en se disant, bon, bah, là, voilà, j'ai un peu d'espoir, quoi. Quel signaux d'espoir on peut ou ne pas avoir sur cette loi qui est en débat depuis ce matin. Moi, je pense qu'on a un diagnostic partagé, et comme il s'agit de ne pas faire semblant, on ne va pas faire semblant non plus. Ouais. Il y a une occasion qui est manquée, de mon point de vue, c'est-à-dire une occasion qui est manquée. Pourquoi ? Parce que, moi, je suis d'un milieu qui était assez agricole aussi, dans la Somme, et je sais que la différence entre maintenant et il y a 20 ans, c'est qu'il s'est installé le doute dans la tête des agriculteurs. Et quelque part, moi, je utilise ce doute comme quelque chose de positif. Je me dis... c'est une possibilité de changement. C'est une espèce de... Tu vois que c'est comme il y a une articulation, il y a un peu de jeu dans le système, quoi. Alors qu'avant, dans mon coin, tu déroulais le productivisme et tu posais pas de questions, quoi. Donc voilà. Et de l'autre côté, les États généraux, ils avaient, en ayant ces 30 000 heures, paraît-il, de débat, enfin, des tables rondes à n'en plus finir, des ateliers qui rassemblent tout le monde, et on ne cesse de se féliciter que ça ait rassemblé les agriculteurs, les distributeurs, l'agroalimentaire, des tas d'intervenants, les associations et tout ça. Ça ouvrait une possibilité parce que les distributeurs, ils étaient d'accord pour lâcher un peu, l'industrie agroalimentaire a été d'accord pour lâcher un peu, et puis tu te retrouves avec un truc qui est complètement vaseux à l'arrivée. Je dis, moi, ce truc-là, il n'y a rien de mal là-dedans, dans le projet de loi. Il n'y a rien. Je ne pense pas que je vais voter contre. Mais pour faire ça, il suffisait qu'il y ait 3 techniciens qui se réunissent autour d'une table au ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas un truc qui a du souffle. C'est pas un truc qui nous dit voilà le cap vers lequel on veut aller et voilà les moyens qu'on se donne pour y aller. Et alors, évidemment, de toute façon, c'est parce qu'il y a un problème idéologique. Le problème idéologique, c'est comment tu fais de la régulation sans réguler. Quand tu es partisan de la concurrence à tout va, quand tu es partisan du marché, quand tu es structuré idéologiquement, politiquement comme ça, et c'est quand même le cas de Macron et de son équipe, comment tu fais pour introduire de la régulation dans le domaine agricole? Eh bien, ça se retrouve par des tas de mécanismes de contractualisation, de machin, de trucs. Tu comprends rien. Tu l'as lu, le projet? On comprend rien. Tu vois, tu as les tuyaux, tu dis, bon, bah, peut-être dans cette usine à gaz, il y a peut-être un truc positif qui sortira à la fin. Mais tu es dubitatif. Tu dis, bon, et pourquoi? Parce que tu n'oses pas affronter les questions frontalement. Prix plancher. Pourquoi il suffirait d'instaurer un prix plancher? C'est-à-dire, on dit, bon,
Tu vas me dire, pour 1000 litres de lait, tu dirais c'est quoi le prix plancher? Moi, je dirais que pour 1000 litres de lait, si on veut rémunérer correctement le producteur ou la productrice, allez, 370-400 euros les 1000 litres. Bon, d'accord, tu es la marge haute. Mais aujourd'hui, on a 313 à peu près, le prix du marché. Donc, on entend 340, 350 aussi. Oui. On pourrait considérer qu'à 340, 350, on ne peut pas vendre en dessous. Et puis voilà, le truc, il est résolu en un sens. Ouais. Sur le porc, c'est pareil. Sur le bœuf, ça peut être pareil. Sur les céréales, ça peut être pareil. Alors qu'aujourd'hui, les prix des marchés sont quasiment automatiquement en dessous. Mais dès que tu sors cette idée de prix plancher, qui a quand même été un truc qui a existé, on te dit règles communautaires, concurrence, machin. On peut y revenir parce que la notion de concurrence, je pense qu'on y reviendra sur à peu près tous les sujets qu'on abordera ce soir. Parce que secret des affaires, on te dit attention, droit à la concurrence. Quel que soit le sujet ferroviaire, concurrence. De toute façon, quel que soit le sujet, il y a un point commun, c'est l'exigence de concurrence. Donc voilà, là, tu butes sur une espèce de dogme permanent dans cette histoire d'agriculture. Tu vois, comment ça se fait qu'en même temps qu'on te dit que l'objectif c'est d'aller vers une meilleure alimentation, que les paysans ils aient à la fois du revenu et qu'en même temps ils orientent mieux sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, sur le plan de tout leurs exploitations, et boum, en même temps on te signe le Mercosur. C'est de la complète schizophrénie. Mercosur avec une forte importation de viande bovine notamment, qui va pouvoir être nourrie à peu près n'importe comment. Tu sais pas ce qu'ils vont se prendre comme antibiotiques et machin, il y a zéro contrôle là-dessus. Et au moment où on te dit, bah voilà, il s'agit d'élever la qualité ici en France, boum, on te fait une grosse importation. Et donc voilà, je pense qu'il y a un désir de régulation parce qu'en 20 ans, il y a la moitié des exploitations qui ont disparu, parce qu'on te dit qu'il y a la moitié des agriculteurs qui touchent moins de 350 € par mois, parce que le taux de suicide chez les agriculteurs, il est hyper important. Donc tout le monde voit la nécessité de réguler et de structurer le marché, et en même temps, les outils qui permettraient de le faire, on te dit non, on n'a pas le droit, c'est pas possible, l'Europe va pas vouloir, et puis de toute façon, quand même, on veut le libre-échange. Donc tu es coincé dans un espèce d'entre-deux qui fait qu'à mon avis, je veux pas être pessimiste pour tes copains, mais je suis pas sûr que... Alors cet après-midi, parce que bon, moi je suis un petit nouveau là-dedans, donc en commission des affaires économiques, on s'emmerde. Mais enfin bon, c'est pas grave. Mais c'est des centaines d'amendements, c'est tous les mêmes, c'est pas grave. Mais tu vois, il y avait, je sais plus trop, Dominique Potier, je crois, qui est un socialiste, nouvelle gauche, qui est vraiment bon sur le domaine agricole. Je trouvais vraiment pas mal. Et donc il dit bon bah votre truc, ah non, c'est Chassaigne qui est arrivé, qui a dit la même chose. Il a dit bon, votre truc, on sait ce que ça va faire. Pendant 6 et 9 mois, les gars, ils vont se tenir correctement dans l'agroalimentaire, ils vont se tenir correctement dans la grande distribution pour dire bon, on respecte plus ou moins le truc, et puis boum, après, ça va être le retour des rapports de force. Et le rapport de force, il ne va pas être bouleversé. Après, voilà et je pense que c'est une occasion manquée parce que je pense qu'à la fois chez les agriculteurs, il y avait un mûrissement possible pour, évidemment, à partir du moment où on garantit des prix, dire allez, on s'oriente vers une autre agriculture pour demain, sur le plan environnemental, sur le plan du bien-être animal, sur le plan social. Et je pense que là, on rate une occasion. On va élargir et revenir et redonner la parole à Laurent Pinatel, mais élargir au mouvement social en cours qui concerne tout le monde autour de cette table. Ici, je vais donner la parole à Pauline qui va vous poser la première question, François Rolfin. Vous connaissez le décor, donc la grève à la SNCF, peut-être à la RATP, on ne sait pas encore dans quelle proportion, mais ça pourrait arriver. La contestation dans les universités enfle. On a l'impression que de plus en plus, Parcoursup est de plus en plus débattu et rejeté à la fois par les étudiants et par les enseignants. Hier, oui, il y a Sciences Po qui a été partiellement occupé. Aujourd'hui, on a vu Emmanuel Macron se faire un peu chahuter dans un bain de foule dans les Vosges. En tout cas, il a été hué. Comment vous analysez le moment et donc, vous avez lancé avec Frédéric Lordon l'idée de... donc c'était le 4 avril à la Bourse du Travail. Vous avez donné rendez-vous aux Français pour faire la fête à Macron. Donc on voulait savoir un petit peu quel était le sens de cette initiative. Voilà. Bon, le sens de l'initiative, il n'est pas compliqué. C'est de voir cette somme de luttes juxtaposées. Et moi, je dis toujours la convergence des luttes, ça ne suffit pas. Parce que même si tu mets bout à bout tout ça, ça ne fait pas un mouvement de masse. Ça peut être un bon bazar dans le pays, ok, mais ça ne fait pas un mouvement de masse. Donc je ne crois pas que ça soit suffisant. J'ai entendu une expression, c'est une avocate, puisque à nos réunions, il y a le syndicat des avocats qui est venu et qui a proposé l'expression de convergence des causes, qui me paraît beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a des causes qui aujourd'hui ne sont pas en lutte. Donc voilà, les agriculteurs, typiquement, puisque Laurent est là, on a là une cause qui n'est pas en lutte. Mais bon, donc il y a la nécessité de
faire converger les causes, de comprendre ce qu'il peut y avoir de commun, de les rassembler. Mais je crois qu'il y a encore autre chose en dessous, et c'est ce qu'on essaye de réveiller, au-delà des luttes, c'est ce que j'appelle, moi, un désir d'autre chose. À la Bourse du Travail, il y avait 800 personnes à l'intérieur, il y en avait entre 1000 et 2000. Tes copains de la conf n'ont pas pu rentrer à l'intérieur de la salle. C'est pas des gens qui sont à SNCF pour la plupart. C'est pas des gens qui sont chez Carrefour. C'est pas des gens qui sont. Il y avait quelques étudiants, tout ça, mais c'est des gens qui ont ce que j'appelle moi un désir d'autre chose. C'est-à-dire que quand je parle de concurrence, cet économisme étroit, le tout argent, enfin, ça leur plaît pas. Mais ils ne sont pas pour autant inscrits dans une lutte. Donc il y a pour moi une possibilité en dessous qui a une espèce de poche d'air, de gaz qu'on arrive à faire sortir. Je ne dis pas que... Moi, je tente des choses sans avoir du tout la certitude qu'elles fonctionnent, comme je dis. À un moment, c'était d'ailleurs le thème de la soirée, c'est une phrase de Roosevelt qui dit, au moment de la Grande Dépression, disait « Le peuple ne nous en voudra pas d'essayer, le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. » Nous, on veut essayer quelque chose. Et je pense qu'il y a, comme ça, souterrainement dans la société, plein de gens, mais de manière très très massive, là c'est massif, qui aspirent à autre chose. Mais alors vous avez déjà essayé ça l'an dernier, ce désir d'autre chose, il y a 2 ans, pardon, avec Nuit debout, qui est parti pareil un petit peu d'une soirée un peu similaire à la Bourse du Travail, qui continuait. Faire la fête à Macron, concrètement, ça veut dire quoi? Et est-ce que c'est refaire un Nuit debout qui déboucherait différemment? C'est comment vous analysez avec le recul d'ailleurs le débouché de Nuit debout de l'époque? Bon, moi je vais venir à toutes les critiques ensuite qu'on peut avoir sur Nuit debout. Et je veux dire, je suis sans doute l'un des plus gros contempteurs de ça. Mais en même temps, je dis, au printemps 2016, il s'est passé quelque chose. L'expression d'un désir d'autre chose. On ne s'est pas emmerdé. Et ben dans la vie, quand on ne s'emmerde pas, c'est déjà quelque chose. Voilà. Et donc, ce printemps-là, on ne s'est pas ennuyé. Si jamais ce printemps-ci, on pouvait ne pas s'ennuyer, ça serait déjà ça. Je dis là, c'est un peu comme si on vivait sous le couvercle, le ciel bas et lourd comme un couvercle de Baudelaire, le couvercle de la finance, le couvercle du c'est comme ça. Vous savez, l'expression que vous entendez, c'est comme ça. Ça s'appelle une tautologie. Un chat est un chat, un sou est un sou. C'est comme ça. Le ça qui revoit au ça, comme un espèce de truc fermé dont on ne pourrait plus sortir. Et comme s'il n'y avait pas une possibilité justement d'autre chose. Et moi, je suis convaincu que d'abord, il y a la possibilité d'autre chose et il y a une immense aspiration à cette autre chose. Bon, Nuit debout a été un temps qui a fait émerger ça. Il s'est passé quelque chose. Après, avec toutes les imperfections, la première imperfection que j'ai vue, c'est à un moment le rejet des syndicats. Moi, je suis syndiqué à la CGT. Voilà. Et je pense que les syndicats, on a là un syndicat de la Confédération paysanne, c'est-à-dire avec tous les défauts que ça a, les trucs collectifs, c'est chiant, les décisions c'est compliqué, c'est un peu vieux des fois et tout ça. Tu peux avoir tout ça. Mais à un moment, en face, ils sont organisés collectivement. Et ils sont à l'échelle internationale. Et c'est solide. Et nous, si on veut gagner, ça ne peut pas être qu'une collection d'individus. Il faut aussi avoir des structures dans lesquelles on se retrouve. Et donc, moi, j'ai souffert pendant Nuit debout et j'ai tenté, j'ai échoué. J'ai parfois réussi des petits trucs. Philippe Martinez, à l'époque, était venu s'exprimer sur la place de la République, ce qui était déjà relativement inédit, dans des conditions qui n'étaient pas les plus satisfaisantes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De dire, là, si on lance un truc, immédiatement, on tend la main aux syndicats, aux partis, aux associations progressistes. Vous voulez faire un débouché politique immédiat. On leur dit, vous êtes les bienvenus. Vous venez pas, vous êtes libres. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus, nous vous invitons. Et parce que je pense que face à ce que représente Macron, eh bien, il y a la nécessité d'aller vers un front puissant. Donc voilà, et ça peut pas, même s'il y a ce désir d'autre chose, d'individu, de tout ça, à un moment, il faut que ça porte des forces, que les cheminots ils se sentent entraînés, soutenus. Enfin voilà. Ça peut Alors quand vous expliquez que Philippe Martinez justement ne dise que lui il y a trop de dates et que donc il veut pas se rendre le 5 mai, oui, qu'il faut bien choisir ses dates. Non mais tu sais, je vois bien que j'ai appelé ça une opération pot-au-feu. On dit faire sa fête à Macron. On dit pour que à sa première année d'élection, il souffle pas seulement sa bougie, mais il sente aussi le vent du boulet. Enfin voilà, on est sur un registre qui est inattendu pour les organisations traditionnelles. Ça perturbe notre mode de prise de décision où on se met quelques-uns autour de la table et puis on fait une AG à la Bourse du Travail et c'est comme ça qu'on décide qu'on va faire ci et qu'on va faire ça. Ça peut être perturbant, donc il faut l'entendre.
Maintenant, moi, on a eu une réunion avec les syndicats et les partis, et j'aurais dit, je comprends toutes ces réticences. Maintenant, il y a une énergie qu'on incarne quand même. Il faut que vous trouviez le moyen, si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera la fois d'après, mais il faut que vous trouviez le moyen de prendre cette énergie, de faire changer la forme des manifestations, de trouver d'autres modes d'expression et tout ça. Il faut que les organisations de gauche, elles se secouent un peu aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, par exemple, sur la grève des cheminots, on dit il n'y a pas d'imagination, ils ont imaginé une nouvelle forme de lutte. Cette histoire de 2 jours, 5 jours, machin, tu dis oh, mais on ne va jamais rien comprendre, ça ne va pas marcher et tout ça. Jusqu'ici, ça tient. Je ne dis pas que... Enfin voilà, donc il y a eu une invention d'un truc quand même. Mais à gauche, est-ce que vous pouvez aussi fonctionner différemment pour qu'enfin il y ait une union apparemment, c'est quand même assez complexe à mettre en place. On y arrive, mais... Je pense que le temps n'est pas encore venu. Mais ça, moi, je suis pour qu'on ne s'engueule pas entre nous. Il viendra, les circonstances, on pourrait dire que les circonstances poussent quand même très fort. Alors bon, vous voulez discuter tambouille, mais alors je ne fais pas plus de 5 minutes. On prend les chronos et je ne fais pas plus de 5 minutes, d'accord parce que ça... On est d'accord. Donc, moi, ce que je pense de ce point de vue-là, c'est que il faut savoir qui a l'hégémonie à gauche. C'est tout. Où est le cœur de la gauche aujourd'hui ? Tant que le Parti socialiste croit que ça sera au Parti socialiste, si on considère qu'il est encore de gauche, et ça peut être une question à poser, que c'est là que ça se passe, si Génération considère que c'est là que ça se passe, si France Insoumise considère que c'est là que ça se passe, à un moment, il faut qu'on sache qui est la force autour de laquelle ça se regroupe éventuellement. Il y a des contre-exemples, François Ruffin. Le LKP, par exemple, en Guadeloupe, c'est tout le monde sur un pied d'égalité, les syndicats, les assos, les partis, tout le monde. Ok, mais d'accord, mais ça, c'est un mouvement social. Peut-être que dans le cadre de ce mouvement social, on va y arriver. Dans le cadre d'un mouvement social, là, on pose une question politique quasiment électoraliste, quoi. Non, je ne sais pas. En tout cas, dans le cadre d'un mouvement social, c'est tout à fait possible qu'on y arrive. Je pense que dans le cadre d'un... Ouais, ça me paraît possible qu'il y ait des syndicats, des partis, des associations et qui se mettent ensemble contre la politique de Macron. Je ne dis pas que ça aura le même tonus que ce qui s'est passé en Guadeloupe, qui était quand même un formidable mouvement, mais je pense que c'est possible. Voilà, hop, 5 minutes terminées, mais juste Laurent Pinatel, vous, votre regard... Bon, moi, ce qui s'est passé à Marseille, c'est quand même une date. La semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, la manif CGT, parti Mélenchon et tout ça à Marseille, c'est une surprise quand même qu'il y a une espèce de mur qui tombe entre la politique et le syndicat. Alors après, on peut trouver ça positif, ça négatif. Personnellement, je trouve ça plutôt positif. Mais il y a eu un événement. Les secousses de cet événement-là, on va les voir, à mon avis. Ça ne va pas être immédiat. Nous, dans notre cas, par exemple, je ne veux pas m'avancer, mais a priori, il y a des fédérations CGT et d'importantes fédérations CGT qui vont rejoindre le 5 mai. Donc voilà, les choses, elles bougent. Elles ne se font pas avec instantanéité, mais elles bougent. Quel regard vous portez là-dessus, justement, Laurent Pinatel ? Vous faites partie du mouvement social aussi. Vous êtes l'une de ces organisations, enfin vous représentez, l'une de ces organisations qui fait partie de ce mouvement social, qui a du mal toujours à faire chemin commun. Nous, déjà, on est un syndicat de défense des paysans et des paysannes. Donc, c'est vrai que les mouvements actuels, tu le disais, il n'y a pas de paysans dans la rue pour le moment. Moi, je me rappelle que l'ancêtre de la Confédération paysanne, il y avait la FNSP et le CNSTP, et qu'un des fondateurs du CNSTP, c'était Bernard Lambert, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Paysans dans la lutte des classes ». Donc, on a quand même cette génétique en nous. Et nous, on est aussi un syndicat de travailleurs qui sont quelque part... on nous dit, vous êtes vos propres patrons, d'accord, mais on est un syndicat de travailleurs parce qu'on est asservi à l'agroalimentaire. On est asservi, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au coût de revient, on est asservi au diktat des puissants. Les puissants qui, aujourd'hui, maîtrisent l'agroalimentaire, ont pignon sur rue pour faire du lobbying au ministère de l'Agriculture ou à l'Élysée. Et quelque part, cette compétition dans laquelle veut s'inscrire Macron, de mettre tout le monde en compétition, qui fait, tu le disais tout à l'heure, qu'il y a plein de paysans qui disparaissent. Oui, on se sent concerné, nous, en tant que syndicat agricole, par tout ce qui se passe, par tous ces gens qui luttent pour avoir... j'allais dire pour avoir plus de droits, même pas, pour préserver des droits chèrement acquis. Nous, on a envie de militer aussi pour avoir plus de droits sociaux. C'est pas normal qu'on ait les retraites qu'on a, nous, paysans. C'est pas normal qu'on ait la protection sociale qu'on a, qui est complètement
ridicule au regard des enjeux du moment. Donc effectivement, on regarde de façon très attentive ce qui se passe. On a, il y a des gens de la Confédération paysanne qui sont allés l'autre jour à la bourse du travail. On était intervenus nous aussi à Nuit debout parce que on a besoin aussi de prendre de la substance, de prendre de la matière politique. Moi, Nuit debout, j'avais trouvé effectivement, il y a cet aspect pour nous syndicalistes qui était assez violent sur la fin, où on a l'impression de ne pas être les bienvenus. Mais je trouve que ces gens qui venaient se politiser ou multiplier, additionner leur politisation, enfin au sens noble du terme, on a trouvé ça très intéressant. Donc là, par rapport au regard que peut avoir la Confédération paysanne sur le mouvement social, on voit bien qu'on est en difficulté en permanence, parce que on sort de 5 ans de Hollande où on n'a rien gagné, où on a reculé sur tout. Et où on a été quelque part, l'élection d'Hollande, je ne veux pas dire que les gens ont cru que c'était l'Amérique, mais il y a qu'un petit espoir, quoi. Et là, le mec, il a fait le contraire de ce qu'il a promis, quoi. Donc, moi, Macron ne fait pas le contraire. Non, Macron, il est clair. Donc, il y a quand même cette espèce d'abattement général. Et nous, on est très attentifs à ce qui se passe. On est très attentifs aussi à ce qui se passe, les expériences très politiques qui se passent sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Il y a tout ça qu'on regarde. Nous, on sera acteurs le moment venu des luttes collectives. On soutient clairement les luttes que mènent aujourd'hui les cheminots, que mènent aujourd'hui d'autres corps de la société, parce qu'effectivement, il faut admettre qu'il y a une domination de la finance, il y a une domination des tenants du pouvoir économique sur les travailleurs que nous sommes aussi, nous, paysans. Donc, les luttes que mènent d'autres corps de la société nous concernent complètement. Alors, merci Laurent Pinatel. Alors, vous parliez justement d'abattement général. Vous avez votre stratégie, c'est de sortir les gens de l'indifférence. On va s'intéresser en fait à votre imaginaire politique, un petit peu. Donc on va regarder un petit extrait de vidéo, puis après on en reparle. Je relevais tout ce qui relevait du mépris dans les journaux sur toutes ces pratiques-là. Par exemple, moi, concernant le camping, je préfère Franck Dubosc à Liv Boissé de Dupont-Lajoie. Dupont-Lajoie, c'est symptomatique de ce qu'est la gauche. La gauche, dans les années 70, elle produit donc Dupont-Lajoie. C'est quoi? C'est supposé être un Français moyen qui est manifestement bête. C'est le bof à la Cabu. Il va dans un camping comme tous les ans. Il change pas. Là-bas, il picole. Il viole une gamine. Il la tue et il dit que c'est les bougnoules qui ont fait ça. Et donc, ça va partir en sucette là-dessus. Bon, et c'est vrai que... Et donc, voilà, c'est le regard de la gauche sur le peuple à ce moment-là. Je dis à ce moment-là parce que je pense qu'il y a eu des changements. Et c'est vrai que je préfère le camping avec Franck Dubosc, et notamment avec c'est quoi le camping de Franck Dubosc? C'est un gars qui arrive dans le camping, il est chirurgien, il méprise ces gens, et finalement, il finit par aimer cette sociabilité populaire. Alors c'est un extrait d'une conférence que vous avez donnée l'été dernier à Marseille aux amphis d'été de la France Insoumise, donc l'espèce d'université d'été de la France Insoumise. À côté de vous, il y avait Chantal Mouffe et Emmanuel Bompard. Chantal Mouffe qui a inspiré la stratégie populiste de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. En fait, ça nous a intéressés parce que dans cet extrait, vous parlez en fait de votre rapport aux classes populaires. C'est très important pour vous. Comment ça se fait? D'où ça vous vient, en fait, cette espèce d'inspiration que vous avez à les défendre, à porter la parole des classes populaires? Vous faites souvent venir des gens du monde ouvrier ou des catégories populaires. Vous l'avez encore fait à l'émission de Ruquier samedi soir. D'où ça vous vient? Je ne sais pas d'où ça me vient, on ne va pas entamer une psychanalyse. Non, c'est pas une psychanalyse. Mais en tout cas, je sais que quand j'ai lancé mon journal en 1999 à Amiens, donc Fakir, à la fois, je me trouvais dans une ville ouvrière, quand même pas mal, en tout cas très populaire, et dans la Picardie qui était supposée être la première région ouvrière de France, c'était Figaro qui titrait ça à l'époque, et qui subissait des délocalisations en série. Donc le premier plan social que j'ai vraiment suivi, c'était Whirlpool, le lave-linge, même si là on a eu le sèche-linge qui a terminé la série. La série, malheureusement, je crains qu'elle ne soit pas terminée. Mais, donc je n'ai cessé de vivre ça, au milieu de ça. Et je pense que par ailleurs, en 1904, moi j'avais lu Bourdieu, notamment le dernier texte des questions de sociologie, qui s'appelle Le racisme de l'intelligence, et qui a été pour moi un choc. C'est bizarre, mais des fois, ça m'est arrivé quelquefois, on peut appeler ça une épiphanie, une espèce de révélation. Et je me souviens, essayant de lire Bourdieu, il y avait un prof qui avait parlé de ça, je ne connaissais pas moi Bourdieu qui c'était, et me retrouvant à l'échopper à la bibliothèque universitaire de la Distinction, m'efforçant mais ne comprenant rien. La reproduction sociale,
m'efforçant mais ne comprenant rien avec des graphiques, des machins, tout ça, lisant Questions de sociologie. Et là, c'est quand même le bon côté des journalistes. C'est-à-dire que les journalistes, ils permettent, là, dans Questions de sociologie, il y a beaucoup d'entretiens pour des journaux, il y a aussi beaucoup de conférences publiques, et on voit qu'il y a une nécessité de vulgarisation chez Bourdieu à ce moment-là, dans cet ouvrage-là, ce qui fait que ça m'est devenu accessible. Et le dernier texte, Le racisme de l'intelligence, est un texte tout à fait formidable, et qui, en un sens, m'était destiné. Moi, je viens d'une origine populaire au départ, avec ensuite un fort niveau éducatif très rapidement chez mon père, et chez moi ensuite. Donc, ce qui veut dire une tendance à renier mes origines. À ne pas, oui, dans un premier temps, à avoir un phénomène de rejet, de négation de ça, enfin, je sais pas, mais du racisme social, du racisme de classe, d'autant plus quand tu sens que c'est proche de toi. La chasse, des marqueurs comme ça. Bouseux, moi j'étais un plouc, quoi. Donc voilà. Et donc, ce texte de Bourdieu a été un choc pour moi, mais en une minute. En une minute, mon regard sur la société, sur mon parcours, sur tout ça, je pense, ça a été bouleversé. Donc après, il a fallu assumer le changement que ça produit dans la tête. J'étais de gauche, mais j'étais dans la gauche, la gauche Charlie Hebdo à l'époque, c'est-à-dire on veut pas des caravanes, des trucs comme ça, bon voilà. Et donc là, boum, quoi. Donc ça, c'est un choc. Donc les livres ont une importance dans les parcours. Il y a les rencontres, il y a tout ça, mais la structuration du cerveau, de la manière dont on regarde la société, c'est vachement important. Ensuite, tu peux aller regarder la société, mais n'empêche que tu as une grille de lecture aussi par les livres. Et donc ensuite, je lance Fakir en 1999, et je le lance avec cette grille de lecture-là, quand même, pour beaucoup, qui est une grille de ce peuple, en plus, qui à l'époque est complètement méprisé. C'est l'époque Jospin, où il va faire campagne sans prononcer une seule fois le mot ouvrier. Et Pierre Mauroy lui dira, tu sais, c'est pas sale de dire ouvrier. Et on est dans ce grand moment de reniement, mais qui dure depuis le milieu des années 90 et tout ça. Je pense qu'on en est largement revenu. Et le rôle de Mélenchon là-dedans est pas nul, par exemple. Mais voilà, donc on est dans ce temps-là. Et moi, à la fois dans une ville populaire et à contre-courant de ce qui se passe à gauche à l'époque, je m'accroche à parler des salariés, à parler des ouvriers, à aller dans les usines. Et ce qui était une démarche rare à l'époque. Je ne veux pas me la raconter, mais c'était une démarche rare. Et donc, voilà, je porte ce combat-là plus que les autres à l'époque. Je me suis diversifié, mais ça a été ma matrice bon, j'ai fait des trucs sur les animaux maltraités, j'ai fait des choses comme ça aussi, hein, c'est pas un truc de monomaniaque, mais enfin, c'était le cœur de mon engagement, et je percevais que c'était le grand problème de la gauche. Électoralement, politiquement, idéologiquement, de ne pas réussir à aller rechoper des gens qui, dans mon coin, je l'ai dit pendant la dernière campagne, dans mon coin, il y a un fond rouge, mais dessus, il s'est mis une couche de brun. Le brun en Picard, c'est de la merde, et puis c'est la couleur du Front National. Bon, bah, moi, mon rôle, c'est de nettoyer la couche de brun. Je voyais en 2002 Le Pen au deuxième tour, et si tu veux, le racisme social, à ce moment-là, tu l'entends. C'est les ouvriers, de toute façon, c'est des cons, c'est les blancs, machin, ils sont nuls. Bon, tu vois, comment tu veux ramener les gens à toi si tu y vas en déversant un flot d'injures, de critiques, de tout ça. Donc c'est comment, au contraire, j'essaie de redonner aux gens une fierté, qui se reconnaissent dans une parole, enfin voilà, et les ramener, voilà. Et comment vous expliquez, François Ruffin, que vous êtes partant de là, moins à l'aise, vous avez peut-être critiqué cet emploi, ce terme, mais pour ce qui concerne une autre partie des catégories populaires, qui sont elles, en proie à des discriminations, à des stigmatisations, qui ne sont effectivement pas ouvriers petits blancs qu'on pourrait taxer de Dupont-Lajoie, ou de Dupont-Lajoie, pardon, ce mépris de classe et ce racisme social-là existe évidemment, mais aussi il y a quand même cette autre partie-là des classes populaires qui souffrent aussi tout autant, et on a l'impression que vous êtes moins à l'aise et moins enclin à les défendre avec la même vigueur. C'est dû à une histoire, mais je veux dire, j'y ai beaucoup travaillé, au contraire, parce que bon, j'ai fait des trucs sur l'intérim, c'était avec des cas des quartiers nord. J'ai fait la salle de musculation, enfin j'ai vécu pendant 2 ans et demi là-dessus. Maintenant, j'ai eu un déchirement, j'ai publié un bouquin qui s'appelle Quartier Nord, et dont la réception a été compliquée sur le quartier. Donc voilà, et donc du coup, en toute honnêteté, j'ai perdu ma base sociale, une base sociale qui pouvait... Vous savez, moi j'appartiens à la petite bourgeoisie, c'est clair. Et bon, et maintenant, quand je suis à l'Assemblée, en plus, ça devient hermétique autour. Les murs sont épais pour
toucher le réel. Donc il faut absolument qu'il y ait avoir comme des fils plantés dans la société et qui t'envoient des décharges. Et donc c'est les gens, quoi. J'ai perdu mes décharges, j'ai perdu mes fils de ce côté-là. Donc voilà. Mais c'est-à-dire que la question sociale est une façon de régler aussi la question raciale et qu'il ne s'agit pas de dissocier les deux parce que oui, moi c'est vrai que je pense que la question sociale domine, c'est vrai. J'ai été élu aussi par le quartier nord d'Amiens. Voilà, mais donc mon objectif demeure de rassembler Flics Secours et le quartier nord, grosso modo. De tout faire pour que, quand je discute à l'entrée de chez Whirlpool, c'est qu'on ne me dise pas que c'est de la faute aux Arabes ou que c'est de la faute aux réfugiés ou que c'est de la faute aux assistés. Mais qu'on leur dise, bah voilà, le patron de Whirlpool, vous ne connaissez pas, il s'appelle Jeff Fettig. Je vous montre sa baraque aux États-Unis, il y a 80 chambres, il y a 20 salles de bain, il y a un terrain de tennis en extérieur. Enfin, voilà. Vous parvenez à tenir ces deux bouts, justement, de la discrimination, d'expliquer, effectivement, vous voyez que ce n'est pas la faute de l'immigré. À fond, je ne cessais de le faire, et je ne cesserai de le faire, de dire que voilà, sur un parking où il y avait quand même pas mal de militants Front National qui venaient, venir tenir un autre discours en disant voilà, que la cause de votre malheur, c'est pas les réfugiés à Calais, puisqu'on parlait de Calais tout à l'heure. C'est pas les réfugiés à Calais que vous voyez à la télé, c'est celui que vous voyez pas à la télé, ce mec dont vous connaissez pas le nom et qui a pourtant décidé de votre destin à Amiens. Donc voilà. Est-ce que c'est pas une façon, d'une certaine manière, après avoir, et là j'englobe même, je vous englobe avec la France Insoumise, après avoir réussi en 2012 autour de Mélenchon à réunifier un petit peu le nom de gauche, à aujourd'hui essayer d'emporter une majorité sociale dans le pays qui se baserait sur le nom tout court. Je fais référence au référendum de 2005. Alors moi je suis de gauche. Je veux pas d'adjectif derrière. Je suis pas de la gauche radicale, je suis pas de la gauche de gauche, je suis pas de l'extrême gauche, je suis de gauche. Mais ça, je le suis et on me l'enlèvera pas. Et je veux un populisme de gauche. Mais je veux les deux. Il est bien de gauche mon populisme. Mais voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pose comme conflit majeur l'actionnaire et le salarié, le riche contre le pauvre, les petits contre les gros, vous mettez les termes que vous voulez, mais ça, c'est ça le conflit majeur. Mais ça, c'est un raisonnement que j'ai depuis longtemps. J'avais écrit un bouquin qui s'appelait La guerre des classes. Je ne sais plus, c'était au moment du congrès de Reims, post-élection de 2007, Sarkozy, c'était dans toute la vague Sarkozy. Et j'avais interrogé un politiste qui s'appelle Patrick Lehingue et qui expliquait tout mon bouquin, c'était ça. Je prenais les discours de Mitterrand dans les années 70 sur les maîtres de l'argent, les maîtres de l'informatique, les maîtres du sol, les maîtres du sous-sol. Enfin, il était balèze quand même dans la lutte de classe, en parole au moins. La gauche abandonne ce discours-là et se recrée toute une série de sous-fractures à la place. C'est-à-dire, c'est les hommes contre les femmes. Moi, je vais au quartier d'Espérance à Abbeville, j'entendais des trucs contre les handicapés qui n'étaient peut-être pas vraiment des handicapés. C'est le salarié qui s'en prend au RMiste qui ne va pas bosser le matin. Tu as toute une somme de sous-clivages. Évidemment, le principal sous-clivage qui existe, ça va être français contre étrangers. Et Patrick Lehingue me dit, bah oui, à partir du moment où on abandonne le clivage majeur, les gens, et on leur dit, on dit aux gens, ouais, mais faut pas raisonner de cette manière-là, les choses sont plus complexes, faut pas être aussi binaire. Mais non. Les gens, ils continuent de raisonner de manière binaire, sauf qu'à la place de raisonner de manière binaire en termes de classe et en termes de richesse, en termes de tout ça, ils continuent de raisonner de manière binaire avec ce qu'ils constatent à côté de chez eux plutôt qu'un clivage construit politiquement. Donc moi, mon objectif, c'est de reconstruire le clivage social comme fondement, le clivage riche-pauvre, pour faire bref, petit-gros, on appelle ça comme on veut, et que ça efface ou ça atténue ou ça diminue les sous-clivages, quoi, et que ça permette de rassembler du coup une majorité ou du monde, quoi, en tout cas. Alors vous l'avez dit, vous êtes de gauche, vous êtes aussi, je crois, enfin vous dites en tout cas protectionniste. Je vous propose de revoir une vidéo, en fait c'est Olivier Besancenot qui vous répond, c'est lors d'un débat organisé par Le Temps des Lilas. Voilà, on regarde, on en reparle après. Je dis tout net, je mets les pieds dans le plat. Moi, je suis pour la protection maximum des travailleurs contre le capital, par tous les moyens nécessaires. Mais le protectionnisme, ce n'est pas une nouvelle branche de la sécurité sociale. Ça a un sens politique. Ça a un sens politique. Et comme toi, moi, je n'ai pas de réponse toute faite, je n'ai pas de solution absolue, parce qu'en effet, c'est des fois très compliqué.
Mais le protectionnisme, ça, je ne parle même pas de l'historique, hein, de pister d'où ça vient, etc. Je parle de son sens politique, de sa signification. Le protectionnisme, ce n'est pas simplement de la protection sociale. C'est donner la possibilité à un pays de se protéger de la concurrence étrangère en établissant des taxes. Alors sur des critères qui sont en effet pas les mêmes selon les points de vue. Mais c'est ça, le protectionnisme. Et ça, pour moi, c'est un leurre périlleux. Et je continue à le penser. En effet, les discussions avec les militants syndicalistes, et je ne dis pas que je les ai convaincus à chaque fois, loin de là, je pense qu'il faut les avoir. Alors pourquoi je pense que c'est un leurre ? Parce que je pense que ça part d'abord d'une analyse un peu en trompe-l'œil de la situation, mais qui est tentante, je l'avoue, parce que ça renvoie à des faiblesses de nos solutions à nous, de notre famille politique, hein, j'entends. Mais remettre sur le dos du libre-échange, et donc de la concurrence étrangère, les raisons fondamentales et essentielles, exclusive, même chez certains, ce n'est pas ton cas, des méfaits du capitalisme et du nivellement vers le bas des acquis sociaux, je pense que c'est une idée en trompe-l'œil. Alors, il y a Fabien Escalona qui nous a rejoint, Spécialiste du protectionnisme, alors. spécialiste de la social-démocratie européenne, qui sort d'ailleurs un ouvrage récemment, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, figurez-vous. Et il voulait vous poser quelques questions justement sur le protectionnisme et l'Europe. Ouais, protectionnisme et Europe. La première, c'est pour rebondir sur l'extrait qu'on vient d'entendre d'Olivier Besancenot, parce que le protectionnisme, ce sujet-là, il permet d'attraper à la fois ce que vous disiez tout à l'heure sur le tout marché, le tout concurrence, qui rassemble des tas de causes aujourd'hui. Ça permet aussi d'illustrer votre combat pour les intérêts des milieux populaires. Et contre le protectionnisme, il y a un front assez hétéroclite. C'est-à-dire que d'un côté, on a des libéraux, dont certains viennent de la gauche, qui, par définition, sont contre le protectionnisme. Et puis, il y a aussi une gauche, alors je ne sais pas s'il faut dire radicale, altermondialiste, qui, elle, se méfie du protectionnisme. Et l'idée de Besancenot, c'est de dire, au fond, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un rapport de classe, un rapport capital-travail, c'est ça qui est central. Et qu'au fond, en passant par le libre-échange, en passant par le protectionnisme, on impose un clivage qui est plutôt de nation à nation. Et donc la question que j'avais, c'est finalement, quel est votre protectionnisme à vous pour éviter ce dérapage-là ou cette critique-là ? Ce qu'il faut dire, puisque tu dis qu'il y a une diversité chez ceux qui sont opposés au protectionnisme, il faut aussi dire qu'il y a une diversité chez ceux qui y sont favorables. Et pour une raison simple, c'est que pour moi, le protectionnisme n'est pas une finalité, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ça doit être regardé juste comme un outil. Et non pas comme une finalité politique. Ça veut dire qu'en permanence, quand on dit je veux mettre en place des mesures protectionnistes, on doit dire donc à quelle fin on le fait. Eh bien, à quelle fin? C'est la justice fiscale, pour pas qu'on aille chercher de l'impôt sur société le plus bas ailleurs. C'est le relèvement des salaires ou de la protection sociale en général, et c'est l'élèvement des normes environnementales, et qui, je pense, sont très nettement minées par le libre-échange. La deuxième réponse que j'aurais, mais je pense qu'on peut discuter très longuement là-dessus, la deuxième réponse que j'aurais, c'est de dire, si ce n'est pas le protectionnisme, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, il y a protectionnisme au libre-échange. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une gradation. Le protectionnisme, pour moi, c'est du bricolage. Ça veut dire qu'on doit se demander quel quota d'importation, quelle taxe aux frontières, et ainsi de suite. Mais à un moment, si on veut zéro protectionnisme, il faut se dire qu'on accepte le libre-échange et qu'on veut le libre-échange. Et il faut le dire. Il faut l'admettre. Je veux dire, Marx fait ce choix-là. C'est ce que je dis à Besancenot. Je dis, Marx fait en effet le choix de dire, je choisis le libre-échange contre le protectionnisme. Mais pourquoi Marx fait ce choix-là? Pourquoi Engels soutient ce choix-là à l'époque? Parce qu'il dit, le libre-échange va nous mener à un tel niveau de catastrophe et tellement vite que ça va être une catastrophe mondiale et que de là naîtra le socialisme. Leur argument actuellement, c'est de dire qu'il y a une grosse partie de ce libre-échange qui est organisé par des firmes, par des multinationales, et qu'en fait c'est compliqué d'aller taxer par exemple des produits finis qui incorporent des tas d'éléments venus de tas de pays, et que c'est compliqué d'appliquer du protectionnisme, et que la vraie action c'est contre les firmes multinationales en fait, et leur fonctionnement et leurs décisions. Je ne dis pas que les choses soient simples. Mais si tu regardes par exemple sur le plan agricole, sur ce terrain-là, les choses peuvent être relativement simples. Elles ne sont pas si compliquées que ça. On n'est pas sur des produits transformés, à haute valeur ajoutée. Mais tu regardes le cas du lave-linge ou du sèche-linge de Whirlpool, on n'est pas sur un cas très compliqué. On est sur une pure délocalisation en Pologne. Alors c'est intra-européen. C'est la difficulté que je pense que tu vas lever ensuite. Mais on est sur un cas de délocalisation en Pologne pour des pures raisons de coût
et non pas pour des raisons de marché, puisqu'il ne s'agit pas de se rapprocher des marchés. Je crois que 80% des sèche-linges, voire au-delà, sont vendus au nord de la France, aux Pays-Bas, dans le nord de l'Europe. Donc là, tu peux imaginer des formes de protectionnisme différentes. Ça peut être une taxation au kilomètre. Mais il faut considérer que la taxation au kilomètre, qui va sans doute être plus acceptable pour Olivier Besancenot et pour cette gauche-là, eh ben, c'est du protectionnisme. Alors on peut faire du protectionnisme sans le dire, mais moi je préfère le dire. Je préfère le dire parce que je préfère qu'on se dise quel est le but qu'on poursuit derrière. Mais voilà, si jamais on décidait de faire une taxe kilométrique, c'est une mesure protectionniste. Et j'y suis favorable. Comment on fait pour rapprocher les lieux de production des lieux de consommation ? Eh bien là, avec la taxe kilométrique par exemple, mais avec des quotas d'importation, des taxes aux frontières et tout ça, on a un certain nombre d'outils qui sont à portée de main. Je dis un certain nombre d'outils qui sont à portée de main, c'est vachement important. Moi, je suis allé interroger des tas de douaniers et puis tout ça pour demander comment ça marcherait. Mais l'avantage de ces trucs-là, c'est qu'on a les outils sous la main. C'est que les gars, ils savent faire. Les services existent. C'est pas compliqué. Et même, on l'a fait pendant des décennies sans que ça soit compliqué. Et ça n'a pas été le fascisme. Ça n'a pas été l'autarcie, tu vois, entre l'autarcie et une dose de protectionnisme, tu as tout un continent possible. Et ça s'est fait. C'est de la régulation de marché. C'est pas révolutionnaire, c'est plutôt keynésien. Moi, je pense que si après on se place dans une perspective de lutte, c'est que ça se joue sur un terrain un peu plus fermé. Ça rend possible de nouveau des luttes. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a une lutte qui est possible, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le chantage à la fuite. Et ça tue toute lutte. Je m'arrête parce que je vois que tu veux reprendre la parole. Exactement. Parce qu'il y a une question que vous voulez vraiment poser qui concerne justement l'Union européenne. Vous l'avez abordée. Parce que typiquement, et on le voit avec le CETA en ce moment, on n'a pas le temps d'en parler, mais le libre-échange, il est intégré à la question européenne, enfin il est central dans les institutions européennes, dans les traités européens. Même chose pour la libre circulation des capitaux, même chose pour toute une série de règles budgétaires, monétaires qui sont hyper contraignantes pour les États. Et comme réponse à ça, la France insoumise a sa dialectique plan A, plan B. Plan A, on essaye de tout transformer pour faire des politiques alternatives. Et si ça ne marche pas, plan B, on fait un référendum, on propose aux gens, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sort finalement ? Est-ce qu'on défait les liens avec l'Union européenne ? Moi, je voulais savoir, est-ce que cette dialectique-là, plan A, plan B, qui a été défendue par Mélenchon pendant la présidentielle, est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous êtes convaincu par ça ? C'est vraiment pas quelque chose qui me pose problème. Mais je vais dire autre chose. Tu vois, très concrètement, aujourd'hui, on observe le projet de loi agriculture. Je suis désolé, je fonctionne comme ça, je suis dedans, donc voilà. Je pense que dès maintenant, on devrait désobéir. Et c'est pas la sortie des traités. Ouais, ce qui est un peu prévu dans le plan A. En gros, on commence à faire pression en désobéissant à certaines règles. Donc voilà, on ne dit pas qu'on sort de l'Union européenne, mais en effet, on désobéit. Ça veut dire qu'on instaure, par exemple, dans cette loi-là, des prix planchers. Et puis ça fait un bras de fer avec Bruxelles, et puis on voit bien ce qui en sort. Mais concrètement, aujourd'hui, dès maintenant, on pourrait poser un certain nombre de choses où on dit non, on n'est pas d'accord pour que ça fonctionne comme ça. Nous, on va le faire. Vous, derrière, vous nous direz que vous mettez en place des sanctions, des machins et tout ça, et tant pis. Mais c'est vrai que de toute façon, si on se place dans le cadre de l'obéissance à l'Union européenne, aucune politique dissidente, différente n'est possible. Ce truc, moi, ça a été l'un de mes moteurs politiques aussi, ça a été le traité constitutionnel européen de 2005. Je pense que dans la mémoire collective, c'est un grand moment de rupture quand même. C'était la première fois que je lisais un texte de cette nature et je pensais que je n'étais pas capable de lire ça. Tu vois, j'ai pas fait un truc de droit et machin. Je me plonge là-dessus. C'était l'UMA qui avait publié le truc. J'étais aux toilettes, je me souviens. Et boum, nouvelle épiphanie, tu vois. J'ai dit, punaise. Pour Dieu, le TCE. Dans je suis mystique, je suis un peu mystique. Mais je dis, bon sang, libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. Ça t'est répété toutes les 3 lignes. Enfin, tous les 3 articles, admettons, enfin c'est énorme. Et surtout, cette notion de y compris avec les pays tiers. C'est-à-dire d'avoir pour objectif non seulement qu'au sein de l'Europe, les capitaux et les marchandises, ils circulent de la meilleure des manières, mais que ça soit étendu à l'échelle du monde. C'est un projet démiurgique. Eux, ils ont un projet démiurgique. Ils ont un projet utopique. L'abolition des frontières pour les capitaux et les marchandises à l'échelle mondiale. Et je veux dire, moi, je n'oppose à ça aucun projet aujourd'hui révolutionnaire. J'oppose du bricolage, de la régulation, des tentatives de faire autrement, de contenir ce monde. Mais qui risque de devenir révolutionnaire si vous désobéissez. C'est ça la pente possible. Mais j'espère qu'il y aura des semences de dissidence, quoi. Oui, je pense. Et je pense qu'il y a plein de projets comme ça. Tu vois, le secret des affaires, on se retrouve sur le secret des affaires. Donc,
instaurer davantage d'opacité pour que les multinationales, on ait encore moins accès aux comptes des multinationales et tout ça. Bon, je fais bref, quoi, mais ça vient de l'Union européenne, et on te dit de l'adapter, et c'est tout, et tu l'acceptes et tu le prends, et t'as rien à dire là-dessus. Bon, non. Si on veut, moi je suis pour donner davantage de droits aux journalistes, de donner davantage de droits aux associations, ainsi de suite. C'est pas dans le truc, et il faut le mettre. Mais là, sur la concurrence, je dis, le nouveau projet de loi ferroviaire, là, j'avais eu d'ailleurs, il y a des années, j'avais fait un dossier sur le transport en Europe. Tu vois, j'avais appelé la Commission européenne en disant, mais parce que les transports de marchandises inutiles, tu vois, je parlais du lave-linge tout à l'heure, mais moi j'étais au tunnel du Mont Blanc et on voyait passer des cochons dans un sens. Et je demandais au mec, mais qu'est-ce que vous faites avec les cochons? Ils viennent des Pays-Bas, on les fait découper à Parme et ils remontent dans le nord sous forme de jambon de Parme, tu vois, parce qu'ils ont été découpés là-bas. On connaît l'histoire des crevettes qui traversent toute l'Europe en camion et ainsi de suite. Bon, comment tu fais pour contenir ça? Il y a un problème, et qu'il y a un problème environnemental aussi. Et quand tu lis le nouveau pacte ferroviaire, là, où il n'y a pas une seule fois le mot biodiversité, où il n'y a pas une seule fois le mot réchauffement, où il n'y a pas une seule fois le mot climat, mais tu as 85 fois le mot concurrence, je veux dire, je pense que c'est d'un dogmatisme qui, je l'espère, dans 30, 40, 50 ans, en disant, mais ces gens étaient fous. L'usine à gaz là, qui est construite sur les trucs agroalimentaires, pour pas dire prix plancher, mais pour contourner ça dans tous les sens, pour pas se faire mettre mal avec Bruxelles, j'espère que dans 30 ans, on se dira, mais ils étaient complètement dingues de construire des trucs aussi compliqués, quoi. François Ruffin, on vous réinvitera pour continuer à parler, on passe un bon moment. On va se quitter en faisant une allusion quand même au reporter que vous avez mentionné avoir été, que vous continuez à être. Ouais, voilà. Vous êtes un député reporter. Vous essayez de faire monter, de continuer d'une certaine façon à faire votre travail au sein de l'hémicycle. On va voir un extrait avant de se quitter. Mais avant de se quitter, une toute dernière question, justement, pour le journaliste que vous êtes. Est-ce que vous reconnaissez dans la critique globalisante du parti médiatique telle qu'elle est faite aujourd'hui par votre mouvement, est-ce que vous, pour vous, qui avez marqué des générations de journalistes avec votre premier livre, si je ne m'abuse, en 2002 ou 2003, Les petits soldats du journalisme aux éditions Les Arènes, est-ce que cette critique-là qui était mesurée, qui tapait juste, aujourd'hui ne part pas dans tous les sens et tape tout le monde de façon indistincte? Alors, moi, je veux dire, nous on disait le parti de la presse c'est de l'argent. Puisque on participait à un journal qui s'appelait Pour lire pas lu, PLPL, et on disait le parti de la presse c'est de l'argent. Et il a une existence. Quand on dit que, je ne sais plus, il y a 9 milliardaires, il me semble, qui possèdent 80%. Mais on nomme l'argent, on nomme la dépendance à l'argent. Voilà. Bon, ceci dit, des fois tu passes sur le service public et tu dis bon sang, c'est pas grave. Mais en revanche, moi, je suis pour. Je pense qu'on peut faire je pense qu'il y a divers journalismes qui existent. Ça, c'est une certitude. Et je vois, par exemple, on parlait du traité constitutionnel européen de 2005. Et je me souviens de cette très grande tension à l'époque entre, d'un côté, les éditorialistes. Je déteste les éditorialistes. Enfin, j'aime pas ça, quoi. C'est pas mon truc. Bon, il y avait une tension entre les éditorialistes qui disaient oui, 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 oui. Et puis, de notre côté, tu avais à l'époque des reporters qui te montraient qu'il y avait des gens qu'on disait tu allais chercher du travail en Roumanie, on va aller chercher un plombier polonais, enfin tu vois, et tu avais une tension à l'intérieur même des médias entre le reportage et le journalisme, et les éditoriaux. Et je pense que un système comme les médias, de toute façon, c'est traversé de contradictions. Et nous, il nous faut jouer avec ces contradictions, les comprendre et en être. Maintenant, je suis toujours pour que le système médiatique il fonctionne bien autrement que la manière dont il fonctionne aujourd'hui. Mais j'ai fait des amendements pour faire sauter les cartels, parce que ce sont des cartels qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai fait des amendements aussi, par exemple, sur le secret des affaires, pour accorder davantage de droits aux journalistes. Par exemple, le droit de pouvoir accéder aux entreprises, le droit de pouvoir accéder aux rapports de l'inspection du travail, et ainsi de suite, quand il y a ça qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense qu'il faut qu'on veille à favoriser, je dirais, contre les médias, les journalistes. Les journalistes qui veulent faire leur travail à l'intérieur des médias qui peuvent contenir ce désir-là, quoi. Merci François Ruffin. On va se quitter avec une des vidéos qui a le plus cartonné de vous dans l'hémicycle. C'était votre intervention le 8 mars dernier, lors de la journée du droit des femmes, et qui était consacrée un petit peu
aux femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Je vous remercie beaucoup François Ruffin, je vous remercie Fabien Scalona et Pauline Groll de nous avoir accompagnés lors de ce grand entretien. Et à une prochaine. Et je vous laisse pour un débat sur la le 5 mai. Réforme de la justice. 5 mai, rendez-vous, Louvre, Opéra, pour faire la fête à Macron. Hein, on compte sur vous. Voilà. Peut-être que les intervenants du plateau suivant y seront. Je vous remercie à tous et on envoie le magnéto suivant. Y seront. Je vous remercie à tous et on envoie le magnéto du 8 mars dernier. Toutes les entreprises, toutes les institutions, les universités, les régions, les lycées maintenant, les collèges, les hôpitaux, les gares externalisent leur entretien. Ça fait moderne externaliser. Ça fait des économies surtout. Ça signifie que silencieusement, au fil des décennies, à travers le pays, des milliers de femmes, et à vrai dire des centaines de milliers de femmes, ont été poussées vers la précarité, vers des horaires coupés, vers des payes au rabais. Je le mentionne enfin parce que ça vaut pour le ménage, mais au-delà aussi. Ça marche pareil pour les AVS, auxiliaires de vie sociale et auxiliaires de vie scolaire, pour les assistantes de maternelle, pour les emplois à domicile en tout genre, pour toutes celles, des femmes le plus souvent, pour toutes celles qui s'occupent de nos enfants, des personnes âgées ou handicapées, quand ce travail n'est pas purement et simplement gratuit dans la sphère familiale, compté pour zéro dans un PIB aveugle. Vous savez, j'entends volontiers parler ici, dans cet hémicycle ailleurs, d'une société de service. Et chaque fois, ça nous est vanté avec gourmandise comme une promesse de bonheur. Forcément, nous sommes du côté des servis. Servis ici, à l'Assemblée et aux petits oignons, servis dans les hôtels, servis dans les supérettes, servis jusque chez nous par des nounous. Méfions-nous. Méfions-nous que cette société de service ne soit pas une société de servitude, avec le retour des serfs et des servantes, des boniches, mais sous un nouveau visage, sous un autre nom, plus moderne, plus acceptable, et qui nous laisse à nous la conscience en paix.